J'ai abordé ce livre sans enthousiasme. Ce n'est pas que je n'aime pas la magie, mais je n'avais pas apprécié un des précédents livres de l'auteur. Et le sous-titre du livre, Vive sa créativité sans la craindre, ne me parlait pas vraiment. Pourtant, j'ai été assez vite séduit par le contenu. J'y ai trouvé de l'humour, de l'authenticité quant à l'expérience partagée par l'auteur et pas mal d'idées stimulantes. C'est un livre de développement personnel avec une touche américaine. Tout est possible si l'on essaye et si on persiste. Mais au final, un livre aussi qui renforce l'idée d'avancer, d'expérimenter, d'essayer de donner vie à notre créativité sans nous brutaliser au passage. Voici les principales idées de ce livre que j'ai eu plaisir à lire 2 fois. Une existence créative est une existence magnifiée, qui apporte de grands moments de joie. Quand on vise une existence créative, toutefois, il y a de nombreuses raisons d'avoir peur. Peur de ne pas avoir de talent, peur d'être rejeté et beaucoup d'autres. C'est une liste sans fin et un peu déprimante. L'auteur nous invite toutefois à faire la différence entre la peur nécessaire et la peur superflue. Dans le domaine de l'expression créative, il s'agit d'apprendre à voir la peur comme superflue, justement. Cela ne signifie pas qu'il faut chercher à la supprimer ou à lui faire la guerre, mais simplement la laisser cohabiter avec notre créativité sans se laisser paralyser par elle. Dès lors, nous devenons aussi plus disponibles pour accueillir les idées créatives. Pour l'auteur, les idées sont une forme d'énergie désincarnée. Elles ont une volonté, la volonté en fait de se révéler, et elles tournoient pour cela en quête de partenaires humains disponibles et consentants. À nous donc d'être ouverts et détendus afin de pouvoir leur répondre. Si nous ne sommes pas disponibles, elles repartent et cherchent quelqu'un d'autre pour s'incarner. Si nous sommes disponibles, une sorte de contrat créatif peut être passé avec elles. C'est peut-être pour vous une théorie étrange à vos oreilles, comme cela l'a été pour moi, mais elle a le mérite de mettre l'accent sur l'importance de notre disponibilité intérieure pour accueillir l'inspiration. Bien sûr, celle-ci ne sera jamais tout le temps présente. Un travail régulier est tout aussi nécessaire que les moments d'inspiration. L'auteur nous invite à ne pas chercher à savoir comment l'inspiration apparaît ou disparaît, ni comment les idées sont conçues, ce qui est dommage à mon avis d'ailleurs, mais elle nous encourage à un travail régulier en faisant preuve d'une grande persistance. Pour autant, un des messages forts de ce livre est de bien tenir à distance ce que l'auteur appelle le stéréotype de l'artiste torturé. Certains sont en effet convaincus que le processus créatif n'apporte rien sans souffrance. Ils se méfient du plaisir et n'ont foi qu'en ce qui est pesant et difficile. Mais la créativité n'est pas un concours de souffrance et notre degré de souffrance au cours d'une existence créative ne dépend finalement que de nous, que de nos choix. Une des clés pour réduire toute souffrance possible consiste à ne pas viser à ce que notre travail soit important, ni même utile. Il s'agit avant tout de revendiquer le plaisir créatif comme notre motivation première et de renoncer à contrôler ce que les gens pensent de notre travail. Cela revient aussi à ne pas trop se prendre au sérieux. Notre travail créatif n'a pas autant d'importance que nous nous donnons l'illusion de le croire. Nous pouvons choisir de voir notre expression créative à la fois comme la chose la plus importante pour nous et comme n'ayant aucune importance. C'est un sacré paradoxe qui demande un peu de temps pour être digéré et intégré, mais qui peut alors devenir libérateur. L'auteur nous encourage à créer ce que nous désirons créer, sans nous inquiéter que cela soit prodigieusement imparfait, car il y a en plus toutes les chances que personne ne remarque ces imperfections. Notre priorité, en visant à mener une existence créative, doit être d'aller au bout de nos entreprises, au bout de nos projets. Un roman imparfait vaut par exemple toujours beaucoup mieux qu'un roman parfait jamais écrit. Ne cherchons pas à rendre notre travail parfait, mais assurons-nous avant tout qu'il soit terminé. Quant au succès, au-delà du plaisir que nous pouvons trouver dans la création, il n'est jamais garanti, car il exige une combinaison de talent, de chance et de discipline. Or, nous ne contrôlons vraiment que la troisième variable, la discipline. Une dernière idée de l'auteur me paraît riche. Elle nous invite à prononcer nos vœux pour mener une existence créative.
par analogie bien sûr avec les vœux d'une vie religieuse. Si cela vous paraît pesant, rassurez-vous, elle aborde cette idée avec légèreté et humour. Dans son propre cas, elle affirme répéter quotidiennement ce qu'elle appelle une proclamation de culot, en se disant quelque chose comme je rappelle à mon âme chaque jour que l'existence créative est un sujet que je prends très au sérieux et que je ne cesserai jamais de créer, quels que soient les résultats. Face aux difficultés rencontrées pour trouver du temps pour cela, elle recommande d'imaginer entretenir une liaison amoureuse avec notre créativité, au motif qu'on trouve toujours le temps pour voir quelqu'un dont on est amoureux. Beaucoup de moments peuvent être ainsi préservés des prétendues urgences afin de nous mettre à notre travail créatif. J'espère que ce résumé vous aura été utile. J'espère surtout que vous trouverez les moyens de bien prendre soin de votre énergie créative. Elle est précieuse pour vous, pour votre famille, pour tous ceux dont vous croiserez le chemin et pour le monde.